Dans ce tutoriel, nous allons étudier la politique monétaire. Nous allons tout d'abord rappeler quelles ont été ou quelles sont les formes de monnaie. Les épices, le sel, les coquillages ont pu faire office de monnaie du fait de certaines de leurs qualités, notamment le fait de facilement les transporter ou les stocker. On parle alors de monnaie marchandise. Arrivent ensuite les monnaies métalliques, tout d'abord à base de métaux non précieux, comme le cuivre, le bronze ou le fer. Puis la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire les billets de banque, à partir du XVIIe siècle, fidus signifiant la confiance dans un morceau de papier. Nous retrouvons également les monnaies divisionnaires, c'est-à-dire nos pièces en euros. Et enfin, la monnaie scripturale, à partir du XIXe siècle, script signifiant écriture, écriture de comptabilité sur un compte en banque. Divers instruments permettent de faire circuler cette forme de monnaie, le chèque, le virement, notre carte bancaire ou le paiement sans contact par exemple. Par rapport à la monnaie marchandise, la monnaie métallique présente de nombreux avantages, notamment sa divisibilité, l'inaltérabilité, sa malléabilité ou l'importance de sa valeur par rapport au volume. La France connaîtra un système de bimétallisme, or et argent en circulation à partir de 1803 et optera pour un système de monométallisme de 1876 à 1914. Quelles sont les grandes fonctions attribuées à la monnaie? La monnaie est tout d'abord un intermédiaire des échanges qui évite le troc. C'est également une unité de mesure des valeurs qui permet de comparer la valeur des biens entre eux. Et c'est aussi un instrument de réserve de valeur, attention, sauf en période d'inflation. Ainsi, admettons qu'au 1er janvier de l'année, vous disposiez d'une épargne de 10 000 euros, que vous ayez vu un véhicule valant 10 000 euros. Finalement, vous hésitez, vous n'achetez pas le véhicule et placez votre argent à un taux à 2%, ce qui fait qu'au 31 décembre, l'épargne cumulée est de 10 200. Mais si dans cette économie, l'inflation a été de 3%, alors le prix du véhicule est passé à 10 300 et vous ne pouvez plus l'acquérir. Ainsi, l'inflation vient limiter la fonction de réserve de valeur de la monnaie. Deux autres fonctions, la monnaie est un instrument de cohésion sociale et la monnaie joue aussi un rôle politique, à savoir bien sûr que pour le cas de la France, appartenant à l'Union économique et monétaire, ce rôle est fortement atténué. Abordons maintenant le rôle de la Banque centrale. Dans toute économie, il existe une banque centrale, appelée aussi banque de premier rang. La BCE pour l'Union européenne, la Fed pour les États-Unis, donc la Réserve fédérale. Cette banque centrale remplit un certain nombre de missions, notamment c'est elle qui conduit la politique monétaire de l'économie, à la fois pour éviter l'inflation, mais aussi pour favoriser la croissance économique. Expliquons l'inflation. L'inflation est un terme qu'il ne faut utiliser que sur le marché des biens et des services. L'inflation signifie la hausse des prix, ce qui veut dire que sur le marché des biens et des services, la demande a été supérieure à l'offre. Cette demande est composée de C, la consommation en provenance des ménages, I pour l'investissement, G les dépenses publiques et X les exportations. Que peut faire la Banque centrale? Elle va élever ses taux d'intérêt afin de ralentir la demande de crédit et donc ainsi de ralentir la consommation et l'investissement et de fait limiter l'inflation. Deuxième mission de la Banque centrale, c'est elle qui crée les billets de banque. Troisième mission, elle refinance les banques commerciales. Cela signifie que toutes les banques commerciales ont leur propre compte ouvert auprès de la Banque centrale et qu'elles peuvent à tout moment solliciter du crédit. Quatrième mission, la Banque centrale gère les réserves de change, de dollars, de yens par exemple. Elle peut également intervenir pour soutenir sa devise. Par contre, elle ne prête jamais directement aux États. Dans cet exemple, nous avons la variation du dollar entre 2006 et 2008. Sur le marché du dollar, dans la mesure où le prix a baissé, il y avait donc davantage d'offres que de demandes et on peut parler de dépréciation. Question, que pourrait faire la Banque centrale pour générer une appréciation du dollar? Il faut bien avoir en tête qu'une variation des taux directeurs de la Banque centrale aura un effet non seulement sur un marché, mais sur l'ensemble des marchés. Ainsi,
Une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis aura pour conséquence sur le marché des biens et des services de stimuler la demande, notamment la consommation et l'investissement, au risque de générer de l'inflation. Sur le marché des capitaux, la baisse des taux d'intérêt va générer une fuite de capitaux, un mouvement d'offres du fait d'une plus faible rémunération. Comme ces capitaux sont investis sur des supports en dollars, cela va également générer une offre de dollars. L'offre devenant supérieure à la demande, le cours du dollar va se déprécier. On constate ainsi qu'une baisse des taux d'intérêt entraîne également une baisse du taux de change. Imaginons maintenant l'incidence d'une double variation des taux directeurs, baisse des taux en Europe et hausse aux États-Unis. La baisse des taux en Europe va stimuler la demande sur le marché des biens et des services au risque de générer de l'inflation, avec une limite autorisée par la Banque centrale autour de 2%. Cette baisse des taux va entraîner une fuite de capitaux et par là même une offre d'euros. Le cours de l'euro va se déprécier, ce qui sera favorable aux exportations de la zone euro. Parallèlement, la hausse des taux aux États-Unis va offrir de meilleures perspectives de rémunération pour les investisseurs, va donc générer une demande de capitaux, une entrée de capitaux dans l'économie, lesquels capitaux vont se porter sur des supports en dollars, générer donc une demande de dollars et voir le dollar s'apprécier. Ainsi, on constate depuis mai 2014 une hausse de plus de 30% du cours du dollar par rapport à l'euro. Il faut garder à ce stade en tête que la Banque centrale, en dehors de la création de pièces et de billets qu'elle fait d'ailleurs sous-traiter, ne crée pas directement de monnaie. Le principal agent créateur de monnaie, ce sont les banques commerciales qui créent pratiquement 90% de la monnaie. Prenons l'exemple de l'entreprise X qui a son compte à la BNP. Elle a sollicité un crédit bancaire de 50 000 €, ce qui signifie qu'un nouveau crédit a été accordé par la banque. Il s'agit donc d'une création monétaire. Ainsi, à chaque fois qu'une banque accorde un crédit à l'un de ses clients, il y a création monétaire. Lors du remboursement du prêt, exemple ici 10 000 €, il y a destruction monétaire. Pour résumer, ce sont les banques commerciales qui créent l'essentiel de la monnaie à chaque fois qu'elles accordent un crédit aux ménages ou aux entreprises. En réalité, les occasions de création monétaire par les banques commerciales sont nombreuses. À chaque fois qu'elles accordent un crédit à leurs clients, à chaque fois qu'elles convertissent des devises en monnaie nationale, à chaque fois encore qu'elles escomptent notamment des effets de commerce. Nous pouvons résumer l'architecture de l'eurosystème de la manière suivante. Toutes les banques commerciales ont un compte ouvert auprès de la Banque centrale. La Banque centrale fixe le taux directeur, crée les pièces et les billets, prête aux banques commerciales et rémunère, ou en ce moment taxe, les dépôts des banques commerciales. Chaque banque commerciale accorde des crédits aux ménages ou aux entreprises. Il s'agit là de la monnaie scripturale. Actuellement, le lien qui unit banque centrale à banque commerciale est le taux directeur, au taux donc de 0%. On peut également expliquer le lien de cette façon. La Banque centrale fixe le taux directeur, lequel taux directeur s'applique aux banques commerciales, qui elles-mêmes vont accorder des crédits à leurs clients. Les crédits accordés aux ménages ou aux entreprises vont se transformer en une demande de biens et services, laquelle demande risque peut-être de générer de l'inflation. Si c'est le cas, la Banque centrale modifiera son taux directeur. Les risques d'inflation sont liés aux politiques monétaires et budgétaires mises en place dans l'économie. Ainsi, si la politique monétaire est expansive, les taux directeurs sont plus faibles, ce qui est de nature à stimuler la consommation et l'investissement des entreprises. De même, si la politique budgétaire est expansive, la dépense publique augmente, tous deux de nature à stimuler l'inflation dans l'économie. Depuis 1988, les banques sont tenues de respecter un ratio de solvabilité bancaire lorsqu'elles accordent de crédit. Ce ratio, appelé ratio Cook, est à 8%, ce qui signifie que lorsqu'une banque prête 100, elle doit elle-même détenir au minimum 8. En 2008, ce ratio a évolué pour prendre en compte la qualité des crédits accordés par la banque. Enfin, en 2013, lors des accords de Bâle III, le ratio de fonds propres doit passer progressivement à 10,5% en 2019.
Nous avons vu que la Banque centrale conduit la politique monétaire de l'économie. Elle dispose pour cela d'instruments divers, de manière tout d'abord conventionnelle, soit la modification du taux directeur, encore appelé taux de refinancement ou taux d'escompte. Cette modification intervient en gros une fois par an. Deuxième, elle peut utiliser les opérations d'open market qui consistent à intervenir directement sur le marché monétaire pour acheter ou revendre des bons du trésor. Ce type d'opération intervient à l'échelle de la semaine. Troisième, elle peut proposer aux banques des facilités permanentes au jour le jour, au taux actuellement de 0,25%. Quatrième outil, les réserves obligatoires imposées à toutes les banques commerciales d'un montant de 1% des dépôts à vue. Les instruments de la politique monétaire conventionnelle s'étant révélés insuffisants pour dynamiser l'économie, la Banque centrale s'est inscrite dans une politique accommodante d'assouplissement monétaire qui se traduit par le quantitative easing depuis 2015, qui consiste notamment en un programme de rachat aux banques d'obligations d'État de l'ordre de 60 milliards d'euros par mois jusqu'en décembre 2017. De même, les conditions d'octroi de crédit aux banques sont devenues illimitées. Par ailleurs, tout dépôt non utilisé par les banques commerciales, tout dépôt auprès de la Banque centrale se trouve être taxé. L'objectif globalement est d'inciter les banques à prêter et ainsi les ménages et entreprises à emprunter. Résumons les objectifs et les contraintes de la politique monétaire. Une création monétaire qui serait trop importante favoriserait l'inflation, alors qu'à l'inverse, une création monétaire insuffisante serait de nature à freiner l'activité économique. Pour cela, la Banque centrale dispose de divers instruments. Tout d'abord, la modification de son taux directeur, puis les opérations d'open market, enfin les mesures non conventionnelles. Dans cet extrait de texte du Monde, on retrouve bien le lien entre risque d'inflation et stratégie de la Banque centrale, notamment ici, un resserrement monétaire signifie une élévation du taux directeur. Confirmé dans le deuxième paragraphe, puisque si l'inflation s'élève, la Banque centrale va relever ses taux. Notez bien le lien entre élévation du taux directeur et appréciation de la monnaie dollar, puisque les taux d'intérêt plus élevés vont attirer des capitaux dans l'économie, lesquels capitaux vont générer une demande de monnaie de l'économie. Rentrons dans le vocabulaire utilisé par la presse. Le terme détente s'oppose au terme resserrement monétaire. Une politique monétaire expansive correspond au terme détente. Dans ce cas, l'objectif est de relancer l'activité économique et l'emploi. Ceci passe par une baisse des taux d'intérêt. Les conséquences macroéconomiques sont les suivantes: hausse de la consommation, de l'investissement, baisse du chômage, risque d'inflation dans l'économie, baisse du taux de change puisqu'on se rappelle taux d'intérêt et taux de change évoluent dans le même sens, ce qui est de nature ici à stimuler les exportations. A l'inverse, une politique de resserrement monétaire est également appelée politique monétaire restrictive. L'objectif dans ce cas est de maîtriser l'inflation ou de rechercher davantage de compétitivité. Ceci passe par une élévation du taux directeur de la Banque centrale, avec pour conséquence de ralentir la consommation et l'investissement, au risque de dégrader l'emploi. Par contre, la situation de l'inflation va s'améliorer. Le taux de change va s'élever puisqu'à nouveau taux d'intérêt et taux de change évoluent dans le même sens, ce qui compliquera un peu les exportations. Actuellement, les taux directeurs des banques centrales sont les suivants: 0,5 aux États-Unis, 0 en Europe et 0,5 pour la Grande-Bretagne. Ce texte des Échos met en avant que le retour de la croissance en Angleterre va entraîner une modification de la stratégie de la Banque centrale qui va relever son taux directeur puisqu'elle craint un retour de l'inflation. En effet, le lien entre ces variables économiques est le suivant: un retour de la croissance économique est de nature à soulager le chômage. Davantage d'emplois dans l'économie risque d'entraîner de l'inflation de deux façons. Tout d'abord par la demande, puisque les personnes employées vont disposer de revenus qui vont venir soutenir la consommation, mais aussi une inflation par les coûts, puisque pour l'entreprise, trouver une nouvelle personne à embaucher risque de coûter plus cher. Le retour de l'inflation va inciter la Banque centrale à élever son taux directeur, ce qui en retour va peser sur la croissance économique. Observons ici l'évolution des taux directeurs de la Banque centrale américaine, la Fed, et de la Banque centrale européenne. La Fed est de couleur bleue.
On note ici qu'en 1999, les taux sont à 4,75, qu'ils vont progressivement s'élever jusqu'à 6,50. Il s'agit ici d'une politique monétaire restrictive visant à lutter contre l'inflation dans un contexte de formation de la bulle Internet. Il y a ce que les journalistes appellent un risque de surchauffe dans l'économie, à savoir une consommation excessive, une demande forte comparativement à l'offre. On retrouve ici l'éclatement de la bulle Internet en 2000 et les conséquences décidées par la Banque centrale, soit une politique monétaire de plus en plus expansive, ceci de nature à relancer l'économie. Les taux vont ainsi baisser progressivement à 1,75, 1,50 jusqu'à 1% en 2003-2004. Ces taux excessivement bas vont générer une demande de crédit de la part des ménages américains pour des projets immobiliers. Il faut noter cependant que les crédits sont accordés à taux variable et qu'au fur et à mesure que l'inflation va renaître aux États-Unis du fait de cette forte demande, la Banque centrale va elle-même élever son taux directeur, ce qui va rendre le remboursement du crédit de plus en plus élevé et générer pour un grand nombre de ménages une insolvabilité. La plupart de ces crédits ont été titrisés et diffusés sur toute la planète. On entre dans la crise des subprimes. Face à cette crise, la Banque centrale américaine va à nouveau mener une politique monétaire très expansive, abaissant progressivement son taux directeur jusqu'à 0,25%. Ce taux va rester inchangé entre 2009 jusqu'à 2016. En regardant la politique suivie par la Banque centrale européenne, on s'aperçoit qu'elle est quasi similaire, avec une intensité un petit peu moins importante et un décalage temporel. Terminons ce diaporama par le rappel du lien entre taux d'intérêt et taux de change. Entre 2004 et 2007, les taux sont passés aux États-Unis de 1 à 5,25%. Admettons qu'en Europe, les taux soient restés à 1,5%. Ceci serait de nature à entraîner des déplacements de capitaux sur la planète. Ainsi, des capitaux se déplaceraient de l'Europe qui rémunère moins bien vers les États-Unis, créant une demande de dollars sur le sol états-unien et une offre sur le sol européen. Cette demande de dollars sur le sol états-unien serait de nature à entraîner une appréciation du dollar. On mémorise ainsi que dans la mesure où les capitaux sont libres de circulation depuis le début des années 90, dès lors qu'il y a élévation des taux d'intérêt dans une zone économique, ceci est de nature à attirer les capitaux et donc à apprécier la monnaie. En résumé, taux d'intérêt et taux de change évoluent dans le même sens. Vous retrouvez ici les principaux concepts et auteurs qui ont pu avoir été cités dans cette première partie sur le thème du financement de l'économie, ainsi que les ressources habituelles, à savoir le blog avec tous les supports et cours d'économie et les QCM en ligne, et les deux tutoriels, tutoriel d'outils de gestion et tutoriel d'économie. Bon courage et bon apprentissage.